dans lequel est plongé le Kasaï en RDC. Des milices armées s'opposent depuis des mois aux forces sécuritaires. De nombreux charniers ont été mis au jour. Le bilan des massacres va de 400 à 3000 morts. Plus de 30 000 Kasaïens, par exemple, ont fui vers l'Angola, frontalier de cette région de RDC. On compte des centaines de milliers de déplacés. Bref, voilà 7 mois, 13 heures, que des partisans d'un chef traditionnel assassiné par les forces sécuritaires s'affrontent donc avec ces forces sécuritaires, mais la majorité des victimes sont des civils. Alors, cette crise a longtemps été ignorée quasiment de la communauté internationale et de Kinshasa. Voilà que cette semaine, le président Joseph Kabila se rend au Kasaï, et cette même semaine, quelques jours avant, l'Union européenne avait décrété de nouvelles sanctions contre des personnalités du régime de Kabila, et parmi les arguments avancés par l'UE, il y a cette crise du Kasaï. En effet, le déplacement du président Kabila le 30 mai au Kasaï ne surprend pas beaucoup de Congolais sur place, parce que le président Kabila a toujours eu cette tendance à ne pas être présent lorsque des événements graves se passent au pays. À l'Est, on a vu des tueries à Beni, et il a pris aussi beaucoup de temps pour se rendre sur place. Mais est-ce que cette présence, cet intérêt qu'il manifeste pour la situation du Kasaï va aider à résoudre cette crise? Là, c'est toute la question. On n'en est pas sûr, parce que si au départ cette crise s'est présentée comme quelque chose de voulu par les pouvoirs pour essayer de fragiliser ou d'instrumentaliser les pouvoirs coutumiers sur place, aujourd'hui la situation est hors contrôle. Personne ne peut dire qui contrôle la situation sur place. Il y a à la fois ces anciens adeptes du chef coutumier assassiné en août, Kamwina Nsapu, qui se battent contre les forces de l'ordre, mais autour de ces chaos, il y a plusieurs jeunes désœuvrés qui ont comme ça pris des armes, qui s'attaquent aussi des groupes isolés. Voilà, plusieurs groupes isolés qui s'attaquent à la fois au Kamwina Nsapu, à la fois aux forces de l'ordre, et c'est vraiment un véritable chaos, et on ne sait pas par où on va commencer, on va s'en sortir. C'est pourquoi le député Delis Esanga, qui est un originaire du coin, a préconisé, en tout cas proposé à la MONUSCO, de mettre en place une sorte de force spéciale, comme c'était le cas dans le Nord Kivu, pour essayer de résoudre la situation sécuritaire sur place, parce qu'on ne peut pas compter sur l'armée, qui est aussi accusée de commettre des exactions sur place. Voilà, réveil tardif de Kinshasa sur cette situation du Kasaï-Laurent. Réveil tardif aussi, on peut le dire, des Nations Unies. Car les Nations Unies se sont véritablement intéressées au dossier qu'après l'assassinat de 2 enquêteurs qui avaient été envoyés au Kasaï, et cet assassinat d'ailleurs est entouré de zones d'ombre mettant en cause un ancien ministre, etc. Réveil tardif donc de la communauté internationale sur le sort du Kasaï, Laurent. Oui, et pourtant la crise date au moins du mois d'août 2016. Chaque semaine, nous avions tous écho de ce qui s'y déroulait. L'ONU a commencé quand même à s'y intéresser, notamment en enquêtant sur les violations des droits de l'homme. Je vous rappelle que c'est quand même elle qui a mis en avant la question des fosses communes, et qui, je crois, au mois de janvier ou février, a indiqué qu'il y avait des crimes contre l'humanité, des violations des droits de l'homme immenses des deux côtés. Mais évidemment, c'est toujours pareil avec la MONUSCO au Congo. On se demande vraiment quand elle prend la mesure des choses. Il y a toujours une distance inouïe entre l'acte violent et quand elle réagit. De sorte qu'elle est, je crois, totalement décrédibilisée dans ce pays. On rappelle tous que c'est quand même la mission la plus longue de l'ONU, la plus chère également. Il y a 20 000... Son représentant spécial, le Nigérien, semble prendre acte de tout ce qui se passe à Kinshasa, mais on n'entend pas véritablement une voix déterminée. C'est pourquoi les jeunes de la lucha, de ces militants pro-démocratie qui sont basés à Goma, plaident aujourd'hui pour le départ des Maman Sidoukou, qui est le chef de la MONUSCO sur place, notamment pour incompétence dans la gestion de ce qui se passe dans les Nord Kivu, dans les Kasaï aujourd'hui. Et dans le processus de la transition. Notamment aussi, parce que la résolution 2348 adoptée récemment au Conseil de sécurité donne à
à la MONUSCO aussi ses rôles de bons offices pour essayer d'aider les Congolais à appliquer de bonne foi l'accord qui a été signé le 31 décembre. Alors ces jours-ci, Pascal, l'Union européenne a décoché de nouvelles sanctions ciblées dans l'entourage de M. Kabila, parmi lesquels d'ailleurs d'anciens moboutistes, curieusement, qui utilisent aujourd'hui les mêmes méthodes. L'Union européenne semble aussi se réveiller tardivement à propos du Kasaï, mais c'est une bonne chose. Est-ce que ça peut avoir un impact, ces sanctions, Pascal? Est-ce que ça peut infléchir l'attitude de M. Kabila? Les sanctions internationales sont toujours une arme à double tranchant. Elles sont faites pour mettre la pression sur les acteurs, mais elles peuvent aussi les radicaliser un peu plus. On a vu dans un certain nombre de crises que les sanctions, notamment la Côte d'Ivoire, n'ont eu aucun effet. Le Burundi ou le Burundi voisin n'ont eu aucun effet par le passé. Mais c'est un peu une Union européenne qui est démunie, qui est en panne de stratégie, de solution face à un pouvoir qui s'entête depuis le début. On savait très bien que Kabila ne voulait pas aller à ces élections. Il les a pas budgétisées. Maintenant, c'est le maître du temps. Il joue la montre. Il a commencé par faire des concertations nationales. Après, il a appelé à la rescousse l'Union africaine pour une médiation. Après, ça a été l'Église catholique qui est rentrée dans le jeu. Il reste maître du temps, maître de l'horloge, et la communauté internationale maintenant arrive un petit peu sans stratégie, se dit on va aller encore plus loin, on va sanctionner l'entourage, le chef des renseignements notamment, vous l'avez rappelé, un certain nombre de personnages autour du chef de l'État. Je doute que ces sanctions, dans la situation dans laquelle on est arrivé, arrivent à quelque chose. Parce que ces personnes-là, c'est des sanctions qui vont être limitées à l'Union européenne, et je pense que ces responsables les États-Unis ont une partie de leur argent, parce que c'est un gel des avoirs et une interdiction de voyager, ça ne les empêchera pas d'aller dans la plupart des pays du monde, et je pense que leur argent n'est pas en Europe. Alors, cette crise du Kasaï pourrait, Laurent, si les élections se tiennent, évidemment changer la donne, puisque les responsables de la CENI n'ont pas exclu finalement de mettre entre parenthèses cette éventuelle élection au Kasaï si cette crise n'était pas réglée. Alors, d'où des soupçons aussi de l'instrumentalisation de cette crise épouvantable du Kasaï à des fins politiques par Kinshasa. C'est ce qu'on dit effectivement. En tout cas, je voudrais aussi dire qu'on parle beaucoup du Kasaï, mais il y a d'autres zones, d'autres régions, d'autres provinces qui, au Congo aujourd'hui, tombent aussi dans la violence. C'est-à-dire qu'on assiste au fond à un effritement de ce pays. Alors ce pays qui a toujours été fragile, bien entendu, mais un peu un retour, moi ça me fait un peu penser au Congo des premières années de l'indépendance. D'ailleurs le Kasaï, déjà à l'époque, au début des années 60, avait aussi manifesté une volonté d'autonomie, en tout cas il y avait un bras de fer entre Kinshasa et le Kasaï déjà à l'époque. Il y a toute une tradition là entre ces deux zones géographiques d'affrontement, mais on voit évidemment l'est du Congo n'est absolument pas résolu, mais aussi d'autres provinces qui sont aujourd'hui touchées, on en parle assez peu, mais par des mouvements de rébellion. Rappelez-vous encore ce qui vient de se passer il y a 2 semaines à Kinshasa avec la prison de Makala, où là on a eu, en tout cas selon notre comptabilité, plus de 3800 prisonniers qui sont échappés, dont donc là aussi des rebelles. Enfin, donc ça contribue à une insécurité totale, à un chaos, à un pays qui est en train de totalement éclater, comme si, au fond, le régime en place jouait la carte du pire pour se maintenir. Alors, est-ce qu'il faut craindre, dans ces conditions, Trésor, un embrasement au Katanga, le Katanga dont le leader régional est interdit quasiment de séjour de facto dans le pays, Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle, mais qui ne peut pas rentrer en RDC? C'est prévisible, la tension continue à monter. Au Katanga, il y a un ancien chef milicien qui n'avait pas encore purgé sa peine, Gédéon Kyungu, qui fait partie aussi des personnes sanctionnées par l'Union européenne récemment, a été sorti des prisons par les pouvoirs et il se retrouve aujourd'hui dans une maison à Lubumbashi. Donc on soupçonne même ces anciens chefs miliciens d'avoir envoyé des troupes ou des combattants supplétifs pour aider les forces de l'ordre au Kasaï. Donc la tendance du pouvoir, comme disait Laurent tout à l'heure, est de générer un chaos. Voilà, d'installer ces chaos qui va aider Kabila à continuer à rester au pouvoir. Pascal. Tant qu'il y aura le chaos,
Kabila pourra invoquer des raisons sécuritaires pour ne pas organiser les élections. Donc il pourra perpétuer son règne qui s'est achevé en décembre aussi longtemps qu'il le souhaite. Ce qui est consternant, c'est les réponses qui sont apportées. Premier constat. On est parti d'une succession coutumière. Et là, ça montre que quand les politiques se mêlent des successions coutumières sur le terrain, il y a toujours des problèmes. Et la réponse qui est en train d'être donnée ou que les acteurs appellent à une réponse sécuritaire ne résoudra rien. Tu l'as bien souligné, Trésor, c'est aussi un problème économique, c'est un problème social d'une jeunesse ou d'une région qui n'a pas été aidée par l'État, où l'État est absent. Et tant que l'État ne se réinvestira pas, tant qu'il n'y aura pas un dialogue avec les communautés, tant qu'on ne réglera pas les problèmes des populations, on ne trouvera pas de solution. Et il y aura différents foyers qui se réveilleront dans le pays. Alors autrement dit, Laurent, tout le monde s'intéresse au Kasaï, mais finalement tout le monde est impuissant à régler cette crise. Oui. Maintenant, il y a quand même des politiques qui préparent leur retour. Je pense quand même à Moïse Katumbi, effectivement. Il est en train d'organiser une plateforme autour de lui pas inintéressante, en attirant quand même des figures un peu, je dirais, d'opposition ou des anciens proches de Joseph Kabila. Donc, il pourrait apparaître de plus en plus comme un recours possible, installé ou soutenu par la communauté internationale, sachant qu'il a déjà des soutiens importants, notamment du côté de Washington. Voilà. Et pour parler de Moïse, justement, il va porter plainte. Je crois aujourd'hui déposer une plainte devant le Conseil des droits de l'homme à Genève contre l'État congolais qui l'a condamné sur une affaire assez... Sur des affaires judiciaires douteuses, alors qu'il a été d'ailleurs innocenté par les évêques. Les évêques ont dit que le jugement était, en tout cas les procès étaient un procès politique. Mais apparemment, à Kinshasa, on semble... Même la juge, je crois que c'est sur TV5 Monde. C'est ça, la juge, oui, qu'il avait condamné, a dit qu'elle a fait ça sous pression. Sous pression, c'est ça. Mais alors le risque, Pascal, c'est un peu de voir... M. Kabila se comportait un peu comme un Nkurunziza, c'est-à-dire un bras d'honneur à toute mesure que la communauté internationale pourrait prendre pour l'inciter à partir. C'est déjà ce qu'il fait depuis très longtemps. Et on parle du retour de Moïse Katumbi, mais encore faut-il que le pouvoir accepte qu'il rentre. Pour le moment, il n'y a aucun geste d'ouverture en ce sens. Et les forces du rassemblement sont un peu en sommeil. C'est-à-dire la principale plateforme de l'opposition, qui s'en tient toujours à ces accords de la Saint-Sylvestre et puis qui pour l'instant est quasiment mis hors jeu. L'accord de la Saint-Sylvestre, c'est l'héritage d'Étienne Tshisekedi qui était un peu avec Katumbi, l'autre pilier du rassemblement. Tshisekedi mort, Kabila a décidé de ne pas appliquer en tout cas l'accord dans les termes qui étaient prescrits. L'arrangement particulier a été signé plutôt avec les dissidents de cette plateforme, des opposants qui ont décidé de rouler pour lui. Et voilà que les rassemblements s'y trouvent devant d'autres responsabilités pour changer des stratégies et essayer de rebondir. Donc la RDC, le problème, c'est à chercher peut-être du côté de Kabila. Voilà.